Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la section 4.1 du livre de physique XXI, le tome B, électricité et magnétisme. Donc voilà, se cacher. Ok, fait on commence donc l'étude du chapitre 4. La première section du chapitre 4, ça s'appelle le champ magnétique. Donc, évidemment, là, tout au long du chapitre 4, on va voir un peu les phénomènes, les phénomènes magnétiques. Puis, on va voir les forces magnétiques. On va voir qu'il y a des objets qui vont créer des champs magnétiques quand ils sont parcourus par des courants. C'est ça. On va commencer avec la section 4.1 qui parle du champ magnétique comme tel. Et on va voir différentes équations. Okay? Et on va voir en fait l'équation qui est, en tout cas, l'équation importante là, de la section 4.1, c'est l'équation qui nous permet de calculer c'est quoi la force magnétique qui agit sur une particule chargée lorsque celle-ci se trouve en présence d'un champ magnétique. C'est ce qu'on va voir cette section-ci. Juste pour faire une petite histoire rapide là, du magnétisme. Okay? La première fois que les gens ont découvert ce qu'on appelle aujourd'hui des objets magnétiques, là, ça fait quand même assez longtemps, c'est en Grèce antique, là, puis c'est dans une région qui s'appelle la Magnésie. Donc il y a des gens qui ont trouvé des espèces de roches comme ça, des matériaux. On ne savait pas trop c'était quoi là, à l'époque. Et ces roches-là avaient des propriétés un peu particulières, étaient capables, entre autres, d'attirer les pièces métalliques, donc d'attirer le métal. Les gens ne savaient pas trop pourquoi ces roches-là avaient cette propriété-là. Hein. Normalement, des roches, ça attire pas le métal, mais ces roches-là, elles attiraient le métal. Fait qu'en tout cas, il y a sûrement du monde qui ont trouvé ça un peu étrange, un peu mystérieux là, à l'époque. Puis comme que les roches ont été trouvées dans la région de la Magnésie, ben c'est le phénomène qu'on a donné à le nom qu'on a donné à ce phénomène-là, le fait que certaines roches là, attiraient le métal, on a appelé ça le magnétisme, hein, parce que ça vient du mot magnésie. Donc on a dit les roches qui sont présentes en magnésie, ben, sont capables d'attirer le métal. On peut appeler ça le magnétisme. Okay. Fait que c'est ça, il y a sûrement plusieurs personnes qui ont peut-être longtemps pensé que c'était de la magie ou je sais pas quoi. Là. Mais en fait, on comprend aujourd'hui pourquoi ils faisaient ça, ces roches-là. Fait qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Okay, c'est juste que c'est des roches qui produisaient du champ magnétique. Donc, qui agissaient comme des aimants, tout simplement. Okay? Et il n'y a rien de magique dans la magnétite. Comme je disais, là, la formule chimique là, de la magnétite, c'est Fe3O4, donc 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Et vous allez voir que le fer, c'est un matériel qui est ferromagnétique. On verra ça dans quelques instants. C'est pas étonnant là, que dans la magnétite, il y ait beaucoup de fer également. Okay. Aujourd'hui, les aimants, c'est rien de. Tout le monde connaît ça, là. C'est pas quelque chose de mystérieux. Là. On a compris comment ça fonctionnait, on l'a étudié, puis bon, c'est pas. Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, des aimants, vous en avez probablement déjà vu dans votre vie. C'est quelque chose quand même d'assez standard. Des boussoles, par exemple, c'est magnétique. Des petits aimants que vous collez sur votre réfrigérateur ou sur les tableaux, là. C'est magnétique aussi. Donc, on en voit souvent. Okay. Juste en passant, le mot en français, ça s'appelle aimant. Je trouve que c'est un mot qui est assez mal choisi parce que ça n'a pas vraiment rapport, tandis qu'en anglais, ben, un aimant s'appelle magnet. Puis moi, je trouve que magnet, c'est vraiment c'est un mot qui est bien mieux choisi parce que magnet, ça ressemble à magnétisme en anglais. Donc magnet, magnétisme, on comprend que c'est le même phénomène. En français, c'est un peu plus difficile de le comprendre. Aimant puis magnétisme, c'est deux mots qui se ressemblent même pas. Okay? Champ magnétique puis aimant, c'est comme, en tout cas, ça se ressemble pas vraiment. En anglais, je trouve que c'est mieux. Mais bon, c'est juste pour dire que des aimants, là, c'est vraiment les objets qui sont associés au champ magnétique et qui produisent là, du champ magnétique. Okay. Fait que si on regarde un peu les propriétés des aimants, okay, on sait que des aimants, ça a ce qu'on appelle un pôle nord et un pôle sud. Okay, comme on verra dans quelques instants. Donc un pôle nord magnétique, un pôle sud magnétique. Et ce qui arrive, c'est que les aimants ont les propriétés de, dépendant comment ils sont, si vous avez deux aimants, comment ils sont placés l'un par rapport à l'autre, ben, soit ils vont se repousser par une force de répulsion, ou ils vont s'attirer par force d'attraction. Ce qui arrive, c'est que deux pôles pareils, ça se repousse. Donc, par exemple, deux pôles nord, ça se repousse, deux pôles sud, ça se repousse. Et si vous avez deux pôles différents, un pôle sud et un pôle nord, ça va s'attirer. Okay. J'ai fait un résumé ici de ce qui peut se produire. Fait que si vous approchez deux pôles nord, ça va se repousser. Si vous approchez deux pôles sud, ça va se repousser. Un pôle nord, un pôle sud, ça s'attire. Ou un pôle sud, un pôle nord, ça s'attire aussi. Okay. Et donc, on parle vraiment d'une force magnétique. Fait qu'il y a une certaine force là, en Newton qui va soit attirer ou repousser les aimants. Okay. C'est sûr que quand on regarde ça au début, d'un premier coup d'œil, c'est sûr que ça peut ressembler beaucoup à ce qu'on retrouve en électricité.
Hein. Ici, je vous ai parlé de pôle nord, pôle sud. Quand on parlait des charges électriques, on parlait de charges positives, de charges négatives. Puis vous voyez, c'est à peu près le même comportement. Hein. Quand on a deux charges positives pareilles, soit deux positives ou deux négatives, ça se repousse. Puis quand on a deux charges électriques différentes, ça va s'attirer. C'est un peu comme on vient de dire avec les pôles. Deux pôles pareils, ça se repousse. Deux pôles différents, ça s'attire. Okay. Fait que c'est sûr que ça se ressemble quand même beaucoup. Mais il faut faire attention qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est vraiment pas la même chose. L'électricité et le magnétisme, c'est deux phénomènes complètement différents, qui n'ont pas les mêmes causes, qui ne fonctionnent pas pareil, c'est pas les mêmes forces quand on les calcule. Fait que, des charges électriques, c'est une chose. Des pôles magnétiques, c'est quelque chose d'autre. Okay? La force électrique et la force magnétique, c'est deux forces complètement différentes. C'est sûr que ça reste des forces. Fait que la force électrique et la force magnétique, ça se calcule en newton, puis qui ont les mêmes unités, si vous voulez. Mais c'est pas, c'est deux phénomènes complètement différents. Okay. Même chose de champ électrique puis champ magnétique, des fois les gens mélangent les deux, c'est complètement différent aussi, c'est pas les mêmes unités du tout, okay. Puis ça représente pas du tout les mêmes quantités, ça pointe pas dans la même direction, et ainsi de suite. Okay. Mais je suis d'accord que c'est quand même un petit peu mélangeant. Fait que, mais juste vous dire là, que c'est pas la même chose. Okay. Juste pour vous prouver que c'est pas la même chose, vous montrer en fait des différences qu'il y a entre les deux. Okay, sans trop rentrer dans les détails, c'est juste comme ça pour votre information. C'est que par exemple, il y en a qui pensent qu'un aimant pôle nord, pôle sud, c'est la même chose qu'une espèce de morceau qui serait chargé, là, que le pôle nord serait chargé positivement puis que le pôle sud serait chargé négativement. Okay. On pourrait produire un objet comme ça prendrait une espèce de matériel isolant. Là, fait que si on avait une partie de l'objet qui était chargée positivement et une partie de l'objet chargée négativement, puis que c'était des isolants, ça fonctionnerait. Pourquoi je dis isolant? Là? Parce que si c'est un conducteur, les charges ne resteraient pas comme ça, les charges iraient toutes se neutraliser. Mais si on avait un objet si on avait un objet qui était isolant, là oui, ce serait possible d'avoir une partie chargée positivement, une partie chargée négativement. Okay. Juste pour vous montrer qu'un aimant pour le nord, pour le sud, c'est pas la même chose qu'un petit morceau qui serait chargé positivement et négativement. Si on prenait notre morceau chargé moitié négatif, moitié positif, puis qu'on le plaçait près d'une particule positive, par exemple, ben là, il y aurait une force de répulsion. Parce que les particules positives seraient plus proches de ça que de ça. Ça aurait une force de répulsion, une force d'attraction. La force de répulsion serait plus grande. Fait qu'en tout, notre petit morceau ici, puis la particule, ça se repousserait. Okay. Par contre, si vous placez une particule chargée positivement à côté d'un aimant, il ne se passe rien. Il n'y a pas de force d'attraction, pas de force de répulsion. Fait que déjà, vous voyez que ça ne se comporte pas de la même façon. Okay. Une autre différence aussi qui existe, c'est que si on avait vraiment une espèce de morceau comme ça, là, isolant, avec la moitié chargée positivement, la moitié chargée négativement, on pourrait imaginer qu'on pourrait couper notre morceau en deux et on obtiendrait là, un morceau tout seul chargé positivement et un deuxième morceau tout seul chargé négativement. Donc en électricité, c'est possible de séparer les deux charges différentes. Ça se peut un objet qui est juste chargé positivement et un deuxième objet qui est juste chargé négativement. C'est possible. Alors qu'en magnétisme, ça c'est impossible. On ne peut pas séparer un pôle nord d'un pôle sud. C'est nécessairement ce qu'on appelle un dipôle. Donc c'est toujours les deux pôles qui viennent ensemble. Un pôle nord, un pôle sud. Fait que même si vous prenez un aimant et vous le coupez en deux, vous n'allez pas avoir juste un morceau pour le sud puis un morceau pour le nord. Quand vous allez couper l'aimant, ben, le petit morceau que vous avez coupé, il va avoir lui aussi un pôle nord et un pôle sud, puis l'autre morceau que vous allez couper, il va aussi avoir lui un pôle nord et un pôle sud. Si vous recoupez ça en deux, ça va vous faire deux morceaux plus petits qui vont chacun avoir leur pôle nord et le pôle sud. On peut jamais séparer le pôle nord et le pôle sud, sont indissociables. Un objet qui est magnétique va toujours avoir nécessairement un pôle nord et un pôle sud. Fait que ça, avec, c'est une des grandes différences qu'il y a entre l'électricité et le magnétisme. Okay. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, puis vous voulez mieux comprendre un peu, vous pourrez aller lire la section 4.11. Okay, on donne un peu plus de détails. Mais ici, c'est juste pour vous montrer là, rapidement que les deux phénomènes, électricité et magnétisme, c'est quand même très différent. C'est sûr qu'il y a des liens il y a des liens à faire entre les deux. Puis souvent, on parle du phénomène, on appelle ça l'électromagnétisme, donc l'électricité et le magnétisme. Mais c'est deux phénomènes différents qui s'influencent l'un l'autre, si vous voulez. Fait que si on regarde un petit peu au niveau des formules, okay, dans la section 4.1, il y a trois formules, qui sont ces trois formules-là. Les deux premières formules correspondent à la même chose, si vous voulez, c'est que ça nous permet de calculer la force magnétique qui va agir sur une particule chargée dans un champ magnétique. Okay. Vous avez deux façons de l'écrire. La première façon, c'est la formule plus vectorielle, si vous voulez. Donc, vous voyez ici, elle est écrite en vecteur. Okay. Et vous voyez que ça fait intervenir ce qu'on appelle un produit vectoriel. Donc, c'est pas la même chose qu'un produit scalaire. Un produit scalaire, c'est noté avec une espèce de point là, entre les deux. Mais le produit vectoriel, on utilise le symbole ici qui ressemble à un X. Moi, j'appelle ça une croix. Okay. Puis d'ailleurs, quand je vais parler, là, souvent ça, je vais appeler ça V croix B.
Okay? Donc, quand je dis V croix B, ça veut dire là, le vecteur V produit vectoriel avec le vecteur B. Okay? En fait, c'est le vecteur vitesse, puis le vecteur B, c'est le vecteur champ magnétique. Okay? Donc, V croix B, c'est le produit scalaire là, du vecteur V avec le vecteur B. Okay? Fait que ça, si on l'écrit de manière vectorielle, ça ressemble à ça. Donc, la force magnétique, c'est égal à la charge électrique multipliée par le produit vectoriel du vecteur V et du vecteur B. Okay. On va voir que cette formule-là, écrite sous forme vectorielle avec le produit scalaire, souvent ça va être utile avec un truc qu'on va appeler la règle de la main droite. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Et ça va nous servir généralement là, à trouver dans quel sens va pointer la force magnétique, dans quelle direction de l'espace va pointer la force magnétique, le vecteur force magnétique. Okay. Mais aussi, ce qu'on va vouloir faire quand on va faire des calculs, c'est qu'on va vouloir calculer c'est quoi le module de cette force magnétique-là. C'est combien de newtons que notre objet va ressentir. Okay. Ben, si vous avez fait un cours de maths et que vous avez déjà vu le produit vectoriel, vous savez que le module du produit vectoriel, la norme du produit vectoriel, c'est égal là, au module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur multiplié par le sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Okay. Fait que si on veut trouver juste comme la valeur absolue ou le module là, de la force magnétique, ben, on va dire que c'est le module. En fait, la valeur absolue de la charge électrique. Parce que la charge électrique, elle peut être positive ou négative. Okay. Il faudra qu'on la mette en valeur absolue pour avoir juste un module. Et ensuite de ça, on vient calculer la norme là, ou le module du produit vectoriel. Et ça, c'est comme je viens de vous dire, c'est le module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Okay. Ça va toujours donner un chiffre qui est positif parce que le module de V, ça le dit, hein, c'est un module. Une norme d'un vecteur ou le module d'un vecteur, c'est positif. Le module de B, c'est positif. Puis le sinus de l'angle qu'il y a entre les deux. L'angle qui est entre les deux va toujours être nécessairement là, un angle qui est situé entre 0 et 180 degrés. Et le sinus de n'importe quel angle entre 0 et 180, ça donne un chiffre qui est positif. Okay. Fait que quand vous calculez ça, ça va vous donner un chiffre qui est positif. Et ça va vous donner le nombre de newtons que votre vecteur force magnétique va avoir. Fait que généralement, c'est ça qu'on va faire. Quand vous allez avoir un problème, là, souvent, c'est que souvent, c'est que d'abord, on calcule ça. Fait qu'on sait, par exemple, notre force magnétique est égale à combien de newtons. Et pour savoir dans quelle direction elle va pointer notre force magnétique, on peut utiliser cette équation-là avec ce qu'on appelle aussi la règle de la main droite, là, que je vous explique dans quelques instants. Et avec ça, vous avez toutes les informations. Fait que vous savez dans quel sens va pointer votre vecteur force magnétique. Et avec le calcul ici, vous allez savoir combien de newtons est votre force magnétique. Okay. En passant, là, je ne l'ai pas dit encore, là, mais le vecteur B, vous avez compris, le vecteur B, c'est le champ magnétique. Okay. Pourquoi on appelle ça le vecteur B? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je pense que personnellement, j'aurais appelé ça le vecteur M. Là, le champ électrique, c'est E. Le champ magnétique, ça aurait peut-être dû être un M, selon moi. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi c'est un B. Okay. Mais c'est vraiment comme ça. Dans toutes les notations, dans tous les livres de sciences, le vecteur champ magnétique, c'est B. Même à l'université, le champ magnétique, c'est B. Fait que je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. C'est une convention. Okay. Puis si on regarde les unités du champ magnétique, ce ne sera pas des newtons par coulomb. Là. Comme je sais, c'est pas la même chose qu'un champ électrique. Fait que c'est pas des newtons par coulomb, c'est pas des volts par mètre, c'est quelque chose d'autre. Okay. Mais on peut le trouver avec l'équation qu'on a là. Parce que si on isole le champ magnétique là-dedans, on voit que le champ magnétique va être égal à la force magnétique divisée par Q fois V fois sin de l'angle. Okay. Fait que regardons les unités, c'est quoi? Une force magnétique, c'est en newton. Une charge électrique, c'est en coulomb. Une vitesse, c'est en mètres par seconde. Et le sinus d'un angle, c'est juste un chiffre mathématique, c'est une valeur, c'est un coefficient, ça n'a pas d'unité. Donc, ça fait que les unités du champ magnétique, ce sont des newtons divisés par des coulombs fois mètres par seconde. Okay. Coulomb par seconde, c'est aussi égal à des ampères, parce que par définition, là, 1 ampère, c'est égal à 1 coulomb par seconde. Fait qu'on pourrait dire que c'est des newtons divisés par des ampères fois des mètres. Okay. On aurait pu le laisser comme ça. Sauf que on a pris ce groupe d'unités-là et on lui a donné un nom bien particulier. On a appelé ça des Tesla, okay, en l'honneur d'un monsieur qui s'appelait Nikola Tesla, qui était là, un des premiers là, qui a étudié et compris un peu comment ça fonctionnait le champ magnétique et tout. Donc on a appelé ça des Tesla. Okay, fait que quand on va faire nos calculs ou quand on va vous donner des énoncés de questions, on va vous dire là, calculer le champ magnétique. Bon, fait que c'est en Tesla que vous allez le calculer. Si vous utilisez ces formules-là, bien évidemment, ce sont les formules qui sont écrites là, en système international. Fait que vous devez tout mettre les trucs en système international. Fait que si vous mettez la charge en coulomb, la vitesse en mètres par seconde, puis la force ici en newton, ça va vous donner une force qui est en... pas une force, mais un champ magnétique qui est en Tesla. Okay, donc c'est vraiment les unités du système international. Okay. Ça va arriver que
En fait, le champ magnétique, il y a comme deux unités. Il y a l'unité du système international, l'unité du système international qui est le Tesla. Okay. Mais il existe parfois d'autres unités là, pour noter le champ magnétique. Il y a une unité qui est quand même assez populaire qui s'appelle le Gauss. Okay. Vous avez la conversion. Ici, on vous la donne dans le livre. Donc, tout simplement, là, un Gauss, c'est égal à 1 fois 10 à la moins 4 Tesla. Okay. Donc, si jamais vous faites des exercices, puis qu'on vous donne un champ magnétique en Gauss, puis qu'on vous demande de calculer quelque chose d'autre, ben, comme les formules sont toujours écrites dans le système international, la première chose que vous devez faire, c'est convertir vos Gauss en Tesla. Ça, c'est facile, vous faites juste une règle de 3. Fait que si vous savez, mettons, 1 Gauss égale 10 à la moins 4 Tesla, ben, si vous avez un champ de 2,33 Gauss, ben, vous allez être capable de le convertir en Tesla. Puis une fois que vous avez votre champ magnétique en Tesla, là, vous pouvez aller utiliser vos équations. Puis ça va vous donner, par exemple, la force ou la vitesse, ou en tout cas, ce que vous cherchez. Okay. Fait que c'est ça. Ça, on a parlé un petit peu au niveau calcul, puis la formule, ça ressemble à quoi le champ magnétique. Si on va avoir une idée un peu plus peut-être qualitative, là, dans quel sens pointe le champ magnétique, par exemple, ben, on peut utiliser ce qu'on appelle des dipôles. Okay. Il y a des dipôles électriques qui existent, puis il y a des dipôles magnétiques qui existent aussi. C'est quoi des dipôles? Ben, c'est dans le fond, c'est n'importe quel objet là, qui a comme une. Par exemple, si on parle d'un dipôle électrique, ben les deux on peut appeler ça des pôles, en tout cas les deux trucs électriques, c'est les charges. Fait qu'il y a la charge positive, la charge négative, les deux trucs qui sont opposés. Et par exemple, si on plaçait un dipôle électrique dans un champ électrique qui pointe dans une certaine direction, qu'est-ce qui va se produire? Ben, la partie de l'objet qui est chargée positivement va ressentir une force dans le même sens que le champ électrique, alors que la partie de l'objet qui est chargée négativement va ressentir une force dans le sens contraire du champ électrique. Ce que ça va faire, c'est que l'objet va se mettre spontanément à tourner et il va avoir tendance à s'aligner dans la même direction que les lignes de champ électrique. Okay. Ben, pour le dipôle magnétique, c'est exactement la même chose. Okay. Donc, par exemple, imaginez un aimant. Vous avez le pôle nord ici, le pôle sud en bas. Si vous placez cet aimant-là dans un champ magnétique là, qui pointe vers la droite, par exemple, ben, c'est un peu l'équivalent de ça qui va arriver. C'est que le pôle nord, il va ressentir une force qui pointe dans la même direction que le champ magnétique, et le pôle sud va ressentir une force qui pointe dans la direction contraire du champ magnétique. Donc, résultat, ce petit morceau-là va avoir tendance à tourner, puis à venir s'aligner là, pour pointer dans la même direction que le champ magnétique. Okay. Fait que n'importe quel aimant que vous allez placer dans un champ magnétique va avoir tendance à tourner jusqu'à temps qu'il s'oriente et qu'il pointe dans la même direction que le champ magnétique. Okay. C'est exactement ça le principe de fonctionnement d'une boussole. Okay. C'est sûr que de nos jours, là, en 2020, on n'utilise pas vraiment des boussoles pour se repérer, là, parce qu'on a des cellulaires avec des GPS intégrés et tout. Là. Mais en tout cas, une boussole, ça a permis là, de guider les humains pendant plusieurs siècles. Là. Les premiers explorateurs, les grands marins là, qui allaient voyager en mer, là, ils se fiaient aux boussoles pour s'orienter, parce que la planète Terre il y a un champ magnétique terrestre autour de la planète Terre, et avec les boussoles, on est capable de savoir comme ça dans quelle direction se trouve le pôle nord, dans quelle direction se trouve le pôle sud, et ainsi de suite. L'aiguille d'une boussole, c'est un aimant, tout simplement. Okay. Et c'est une petite pièce aimantée qui est libre de se déplacer, de tourner sur elle-même. Donc, elle va faire exactement comme on a expliqué ici. C'est que si vous avez un aimant, si vous avez l'aiguille d'une boussole, en présence du champ magnétique terrestre, ben, l'aiguille de la boussole va toujours s'orienter dans le même sens que le champ magnétique terrestre. Okay. Le champ magnétique terrestre, il n'est pas extrêmement fort. Okay? Fait que s'il n'y a rien d'autre autour de votre boussole, mettons vous êtes perdu en pleine forêt, là, puis que vous prenez votre boussole, ben là oui, votre boussole va vous indiquer la direction du pôle nord. Okay? Mais si vous êtes dans un laboratoire ou si vous avez un aimant près de vous, c'est sûr que si vous êtes proche de votre aimant, il y a des bonnes chances que le champ magnétique produit par votre aimant soit beaucoup plus fort que le champ magnétique terrestre produit à cet endroit-là. Fait que, bref, c'est comme pas mal juste le champ magnétique produit par l'aimant dans votre laboratoire qui va l'emporter. Donc, avec une boussole, ce qu'on pourrait faire, là, comme on expliquait dans le livre, c'est qu'on pourrait prendre une boussole, puis la déplacer autour d'un aimant et de regarder à chaque endroit où on place la boussole, dans quelle direction l'aiguille va pointer, et ça nous permet de savoir un peu comme ça dans quelle direction pointe le champ magnétique, et si on en met plusieurs boussoles, on va avoir une idée un peu plus globale là, de dans quelle direction pointent les lignes de champ magnétique. Okay. Fait que si vous avez un aimant pour le nord, pour le sud, comme ça, si on place un aimant, si on place la boussole ici, en haut de notre aimant, qu'est-ce qui va se produire? Dans quel sens est-ce que l'aiguille va pointer? Si on faisait, on pourrait se rendre compte que l'aiguille pointerait vers le haut. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, le champ magnétique pointe vers le haut. Si on place une boussole en bas, on se rendrait compte que
l'aiguille pointerait encore dans cette direction-là. Ça signifie que quand on est ici, le champ magnétique pointe vers le haut. Si on place notre boussole ici, là on se rendrait compte que ça va pointer comme ça. Donc à cet endroit-là, le champ pointe vers le bas. Puis on pourrait faire plusieurs endroits si on la place comme ça, on se rendrait compte que le champ magnétique pointe dans cette direction-là. Fait qu'on pourrait placer la boussole à plein d'endroits. Ou ce qui revient un peu au même, ce serait de placer plein de boussoles autour de notre aimant. Et en regardant un peu dans quel sens pointent les champs magnétiques, on pourrait tracer plusieurs petits vecteurs qui représentent le champ magnétique, puis on voit un peu le comportement. C'est que si on relie en fait ces vecteurs-là, on se rend compte qu'on est capable de tracer des lignes de champ magnétique. Okay. C'est un petit peu l'équivalent des lignes de champ électrique qu'on a déjà tracées, mais là, ce sont des lignes de champ magnétiques. Fait que c'est pas la même chose, c'est différent, mais encore, c'est sûr que ça se ressemble un petit peu. Il y a des analogies à faire entre l'un et l'autre. On voit par exemple, en regardant notre schéma ici, que les lignes de champ magnétique sont émises par le pôle nord et sont absorbées par le pôle sud. Okay, comme je vous disais, c'est sûr que ça ressemble beaucoup avec ce qu'on a vu là. En électricité, on avait vu des schémas comme ça, même si on les tournait pour les orienter les deux de la même façon, là, ben, c'est sûr que les lignes se ressemblent beaucoup. Okay, ils ne sont pas exactement pareils, mais ça se ressemble beaucoup. Ici, on avait des lignes de champ électrique qui étaient émises par les charges positives et absorbées par les charges négatives. Ici, on a des lignes de champ magnétique qui sont émises par les pôles nord magnétiques et qui sont absorbés par les pôles sud magnétiques. Okay. Juste vous dire, là, pour vrai, les lignes de champ magnétique sont un petit peu plus compliquées que les lignes de champ électriques. Okay. Surtout de ce qui se passe à l'intérieur de l'aimant. Okay. Fait que, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là, là, mais juste vous dire que, oui, il y a des ressemblances, ok, mais c'est pas parce qu'il y a des ressemblances qu'il faut sauter trop vite aux conclusions et dire ah oui, ok, ça veut dire que l'électricité et le magnétisme c'est la même affaire. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas la même chose. Okay? Je suis d'accord que les lignes de champ ça ressemble beaucoup, mais il y a quand même des différences un peu plus subtiles, là, surtout quand on regarde ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre aimant. Okay? Mais en tout cas, juste vous dire que ça se ressemble quand même un petit peu. C'est juste ça mon but. Fait que ici, ce que j'ai dit, c'est que si vous avez par exemple l'aiguille d'une boussole, donc si vous avez véritablement là, un aimant que vous placez dans un champ magnétique, oui, l'aimant va s'orienter de manière à pointer dans la même direction que le champ magnétique. Okay. Mais il y a des matériaux un peu bizarres qui existent, qui s'appellent des matériaux ferromagnétiques. Exemple, le fer, c'en est un matériel qui est ferromagnétique, mais il n'y a pas juste le fer, il y a d'autres matériaux aussi qui sont ferromagnétiques. Les objets ferromagnétiques, c'est un peu spécial. Je vous en parle comme ça juste parce que c'est cool, là, parce que c'est souvent ça aussi qu'on utilise pour visualiser les lignes de champ. C'est que des petits morceaux de fer, ce qu'on appelle de la limaille de fer, là, ben, des morceaux de fer, à la base, ben, c'est pas des aimants, c'est pas aimanté. Si vous prenez deux morceaux de fer comme ça, ils vont pas s'attirer, ils vont pas se repousser, ça va juste rien faire. Okay? Mais les matériels ferromagnétiques, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est que si vous prenez, mettons, de la limaille de fer, fait à la base, c'est pas magnétique, c'est pas aimanté. Mais si vous placez cette limaille de fer-là dans un endroit où il y a un champ magnétique, qu'on appelle un champ magnétique externe, okay, là, ce qui va arriver, c'est que quand des objets ferromagnétiques sont placés dans un champ magnétique, ils deviennent momentanément des aimants. Okay. Dès qu'il va y avoir le champ magnétique présent, ils vont se comporter comme des aimants. Si on coupe le champ magnétique, ça va arrêter de se comporter comme des aimants. Okay. Fait que là, ce qui arrive, c'est que si vous avez de la limaille de fer comme ça, que vous placez ça dans un champ magnétique, comme ce sont des matériaux ferromagnétiques, ils vont agir comme des aimants. Donc, ils vont comme avoir ce qu'on appelle des pôles, les pôles induits. Fait qu'ils vont avoir des pôles nord, des pôles sud. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bon, on l'a dit tout à l'heure. Quand vous avez des dipôles magnétiques qui sont placés dans un champ magnétique, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir tendance à tourner jusqu'à temps qu'ils s'orientent parfaitement avec le champ magnétique. Okay? Fait que vous voyez, c'est une façon avec la limaille de fer, de voir un petit peu, d'avoir une espèce d'effet visuel, là, de voir un peu dans quel sens pointent les lignes de champ magnétique. Okay. Fait que par exemple, si on prend de la limaille de fer et qu'on l'a placé près d'un aimant comme ça, pour le nord, pour le sud, ben, chaque petit morceau de limaille de fer, c'est justement là, placé de manière à s'aligner avec les lignes de champ magnétique et ça nous permet donc de voir là, globalement qu'est-ce qui se produit. Fait qu'on voit là, que justement les lignes de champ magnétique sont comme émises par le pôle nord, absorbées par le pôle sud. Ça concorde avec les schémas qu'on trace. Fait que vous voyez un peu les lignes là, qui sont tracées comme ça. Okay. Dans cette expérience-là, on a pris de la limaille de fer, okay? Mais n'importe quel matériel ferromagnétique pourrait faire la job. Okay? Ici, c'est un exemple que je trouverais drôle. C'est dans un laboratoire. Là, on a produit un champ magnétique qui est quand même relativement puissant. Et ce qu'on a mis pour visualiser le champ magnétique, ici, c'est pas de la limaille de fer, c'est des clous.
carrément. Okay, des clous qu'on peut utiliser pour mettre des cadres dans notre maison ou construire un toit ou peu importe, clouer des planches de bois ensemble, là, des clous. Fait que des clous, c'est fait en fer. Okay. Fait que c'est ça. Ça va agir comme un petit dipôle. Comme un petit dipôle magnétique. Hein, puis ça va nous permettre comme ça justement que les petits clous vont s'orienter, puis ça nous permet de voir une espèce de schéma de comment les lignes de champ magnétique vont pointer. Okay. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des aimants qui étaient plus des aimants en ligne droite, là, un pôle nord, pôle sud. Mais des aimants, ça peut avoir plusieurs formes. Donc eux sont un peu plus arrondis, mais ça reste quand même un pôle nord, un pôle sud. Vous avez des aimants, par exemple, qui ont la forme de fer à cheval. Okay. Mais ça ne change rien. Il y a le pôle nord, le pôle sud, puis encore une fois, là, les lignes de champ magnétique qui sont émises par le pôle nord et absorbées par le pôle sud. Donc ça pourrait ressembler un petit peu à ça, comme schéma. C'est sûr que quand on fait des schémas comme ça, évidemment, c'est juste des schémas qu'on dessine, fait que c'est en 2 dimensions. Mais évidemment, les lignes de champ magnétique ne sont pas en 2 dimensions, sont en 3 dimensions. Okay. Ça, c'est une image, c'est peut-être un petit peu bizarre de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est une espèce de récipient qui est en 3 dimensions. Ça ressemble un peu à une espèce d'aquarium, si vous voulez. Puis, il y a un aimant qui est au centre, pour le nord, pour le sud. Et il y a de l'aluminium de fer qui est en suspension. C'est comme une espèce d'huile qu'il y a ici. C'est pas, je pense pas que ce soit de l'eau, je pense que c'est plus une espèce d'huile. Puis en tout cas, je sais pas, on va pas super bien parce qu'encore une fois, on a juste une photographie en 2 dimensions, mais quand dans la vraie vie, on peut tourner autour de cette barre-là, puis on voit vraiment là, que les champs magnétiques sont en 3 dimensions, fait qu'ils sont émis par le pôle nord, mais ils vont aller dans toutes les directions pour rejoindre le pôle sud, pas juste en 2D. C'est vraiment un phénomène qui est en 3 dimensions. Pareil comme le champ électrique. Le champ électrique, on sait que c'est pas quelque chose qui est en 2D. Pour eux, c'est quelque chose qui est en 3D. Nous, on trace tout le temps des schémas en 2 dimensions, mais dans la vraie vie, le champ électrique et le champ magnétique là, sont véritablement en 3 dimensions, évidemment. C'est ça, fait que quand on va étudier le champ magnétique, on va commencer avec des trucs qui sont relativement simples. Là, on commence dans la section 4.1. On va commencer avec des trucs relativement simples. Puis ça va, ça va se complexifier de plus en plus. Et une façon d'étudier plus simplement le phénomène, c'est de se concentrer dans des cas pour lesquels le champ magnétique est constant. Okay. C'est un peu ça qu'on avait fait aussi quand on avait commencé à étudier le champ électrique. On s'était mis dans des cas où le champ électrique était constant. Et ensuite, on a vu des cas où le champ électrique était pas nécessairement constant. Puis bon, ça complexifie un petit peu les calculs. Okay. Pour un champ électrique constant, on sait que c'est formé par exemple par des PPE, des plaques planes infinies uniformément chargées. Un champ magnétique constant, dans la vraie vie, ça n'existe pas tout à fait. Okay, mais une très bonne approximation d'un champ magnétique constant, c'est si vous avez un aimant qui a cette forme-là, donc un peu la forme du fer à cheval, mais même plus replié, donc une espèce de C comme ça, il va avoir là, un pôle nord et un pôle sud. Les lignes de champ magnétique sont émises par le pôle nord, absorbées par le pôle sud, donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Okay. Et on peut, si vous avez un aimant qui a cette forme-là, on peut considérer que le champ magnétique qu'il y a ici dans la région qui est là, c'est un champ magnétique qui est à peu près constant. Fait que ça ici, c'est un petit peu l'équivalent d'une PPE, si vous voulez, ou qui produit un champ électrique constant. Un aimant qui a cette forme-là va produire un champ magnétique qui est à peu près constant. Okay. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas trop près des extrémités. Okay. Quand on reste relativement au centre de la région qu'il y a là, puis à une distance pas trop loin par rapport là, à la superficie de cette affaire-là, un peu comme une PPE finalement, là, sauf que là c'est un truc qui est magnétique. On peut supposer que le champ magnétique est à peu près constant. Okay. Fait que ça, les premiers problèmes qu'on fait dans le chapitre 4, on suggère que le champ est constant, puis après ça, bon, on complexifiera un petit peu les choses. Okay. Mais déjà, avec un champ magnétique constant, vous allez voir que c'est pas simple. C'est quand même compliqué un petit peu là, comment ça fonctionne la force magnétique. C'est pas simple parce que en fait la force magnétique est quand même plus compliquée à comprendre et plus difficile là, à calculer que la force électrique par exemple. Okay. La force électrique c'est on dit relativement simple. Vous avez une charge électrique. Si vous avez une charge électrique placée dans un champ magnétique, allez ressentir une force magnétique. Okay. Mais ça n'existe pas la formule comme ça juste pour le magnétisme. Premièrement parce que ça n'existe pas une charge magnétique. Okay. Il y a juste des charges électriques qui existent, il n'y a pas de charge magnétique. Mais même à ça, on aurait pu avoir une formule, par exemple, là, qui disait, je sais pas, là, que la force magnétique égale la charge électrique fois le champ magnétique, mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Okay. La formule pour calculer la force magnétique, on les a vues tout à l'heure. Il y a la version de la formule là, qui est avec les vecteurs et la version de la formule là, qui est avec juste qui permet de calculer seulement le module de la force magnétique. Fait que déjà, en regardant la formule, vous voyez que ça dépend
plusieurs choses. Ça dépend de la charge, de la vitesse, tout ça. Fait que j'ai écrit les caractéristiques ici. En fond, les 4 conditions nécessaires qui doivent être remplies, qui doivent être respectées pour que une particule ressente une force magnétique. Hein. Pour subir une force magnétique, une particule doit respecter ces 4 conditions-là. Okay. Premièrement, il faut que la particule se trouve dans une région de l'espace où il y a un champ magnétique non nul. Okay. Ça c'est sûr, là, si on regarde les formules, c'est sûr que si le champ magnétique B est égal à 0, ben, il n'y aura pas de force magnétique. Fait que c'est sûr que faut qu'il y ait un champ magnétique non nul. Il faut que la particule possède une charge électrique non nulle. Parce qu'on voit dans les équations qu'il y a une charge électrique. Fait que si on a un proton, un électron, ça peut marcher, mais par exemple un neutron qui a une charge électrique 0, ça ne ressentira jamais de force magnétique. Fait qu'un neutron, peu importe ce qu'il fait, là, il ne ressentira jamais une force magnétique. Pour ressentir une force magnétique, ça prend un objet qui a une charge électrique. Mais c'est pas tout. C'est pas juste ça. Même si vous avez un objet qui a une charge électrique, qui est placé dans une zone où il y a un champ magnétique, ça ne veut pas dire qu'il va ressentir une force magnétique, ça prend d'autres choses aussi. Premièrement, il doit posséder une vitesse non nulle. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant dans la force électrique. Pour que une particule ressente une force électrique, la vitesse n'était pas importante. L'objet pouvait se déplacer, l'objet pouvait être immobile, l'objet pouvait se déplacer rapidement, ça ne change absolument rien. Dès que vous aviez une charge électrique dans un champ électrique, ça ressentait une force électrique. Pour ressentir une force magnétique, ça vous prend un objet chargé qui a une certaine vitesse non nulle. On le voit ici dans l'équation. Si la vitesse est égale à 0, la force magnétique va être égale à 0 directement. Fait que ça prend une vitesse non nulle. Okay? Puis même si vous avez une particule qui a une charge électrique, qui a une vitesse non nulle, puis qui est placée dans une zone où il y a un champ magnétique, c'est pas encore assez, c'est pas encore suffisant. Ça prend une 4e étape, une 4e condition. Il faut que la vitesse de la particule possède une composante qui est perpendiculaire au champ magnétique. Okay. Fait que par exemple, si on prend notre exemple ici, là, si vous avez là, une espèce de champ magnétique là, qui est à peu près constant, là, qui pointe vers le bas, donc du pôle nord au pôle sud, si vous avez une particule chargée qui est dans un champ magnétique, qui va à une certaine vitesse, mais que sa vitesse pointe soit vers le haut, soit vers le bas, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de force magnétique. Non. Pourquoi? Il faut que votre vitesse ait au moins une certaine composante qui soit perpendiculaire au champ magnétique. Fait que ici, si votre vitesse va juste vers le haut ou vers le bas, votre vitesse au complet, elle serait juste parallèle au champ magnétique. Okay. Pour avoir une force magnétique, il faut qu'il y ait au moins une certaine composante de votre vitesse qui soit perpendiculaire au champ magnétique. Fait que si votre champ magnétique est vertical, fait que ça va prendre une vitesse qui serait horizontale ou en tout cas en diagonale, mais qui ait au moins une composante horizontale. Okay. Pourquoi c'est nécessaire cette condition-là? Parce que regardez l'équation. N'oubliez pas que la force magnétique, là, ça provient du produit vectoriel du vecteur vitesse et du vecteur champ magnétique qui s'écrit comme ça. Fait que vous voyez ici un terme qui est toute cette affaire-là multiplié par le sinus de l'angle qu'il y a entre le vecteur V et le vecteur B. Si vous avez un vecteur vitesse qui est parallèle au vecteur champ magnétique, s'il pointe vraiment dans la même direction, l'angle entre les deux, ça va être égal à 0 degré. Ici, il pointe dans la direction contraire, comme ce qui est illustré ici. Okay, le vecteur champ magnétique pointe vers le bas, le vecteur vitesse pointe vers le haut. Donc là, entre vos deux vecteurs, vous avez un angle de 180 degrés. Mais sinus de 0 ou sinus de 180, ça donne 0. Okay. Fait qu'on comprend que dès que vous avez un vecteur vitesse qui est parallèle ou antiparallèle là, au champ magnétique, ça va donner une force magnétique égale à 0 tout de suite. Okay. Si vous avez un angle qui est différent de 180 degrés ou de 0, donc ça veut dire que si vous avez un vecteur qui a au moins une certaine composante là, qui est perpendiculaire au champ magnétique, là oui, vous allez avoir une force magnétique non nulle. Okay. Ici par exemple, si votre champ magnétique est vertical, si votre champ magnétique est vertical et que la vitesse est horizontale, là l'angle entre les deux c'est vraiment 90 degrés. Sin de 90 degrés, ça donne 1. Et là après ça, il va falloir multiplier par les autres choses ici pour trouver la force magnétique. Okay. Fait que là, vous avez comme une chance que la force magnétique soit la plus grande possible, c'est si un angle de 90 degrés entre votre vecteur vitesse et votre vecteur champ magnétique. Mais l'angle n'est pas obligé de 90 degrés. Vous pourrez avoir un angle de n'importe quoi. Là. Tant que votre angle n'est pas 0 puis 180, il va avoir une certaine force. Okay. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est comme, je sais pas à quel point vous avez peut-être, je sais pas si vous avez fait ou pas le cours de mathématiques NYB, là, mais, pas NYB, mais ça je pense que c'est un autre cours, en tout cas je me souviens pas le nom, là, mais c'est le cours de mathématiques là, qui s'appelle algèbre linéaire, avec les matrices, là, puis bon, les plans, puis tout ça, puis les produits vectoriels comme ça. Quand on fait le produit vectoriel là, de deux vecteurs, le vecteur que ça donne, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan qui est formé
par les deux vecteurs. Donc si vous faites ça ici, ça veut dire que le vecteur force magnétique, il va être perpendiculaire au plan qui est formé par le vecteur V et par le vecteur B. Okay. Fait que je ne sais pas si vous réalisez, mais ça, ce que ça fait, ça veut dire nécessairement que si, mettons, votre vecteur V puis votre vecteur B forment un plan, okay, votre vecteur force magnétique va être perpendiculaire à ce plan-là. Okay. Et ça veut dire que nécessairement, la force magnétique, que tout ça, là, le vecteur vitesse, champ magnétique et force magnétique, comme les trois vecteurs ne peuvent pas se trouver dans un seul et même plan, c'est impossible, parce que la force magnétique est perpendiculaire au plan formé par ces deux-là. Donc ça veut dire que c'est impossible de représenter dans le même plan les trois vecteurs. Okay? Fait que ce serait impossible d'avoir un schéma là, en deux dimensions, un axe, je sais pas, là, un plan XY, puis de mettre dans le plan XY les trois vecteurs, vitesse, champ magnétique et force magnétique. C'est impossible parce que les trois vecteurs vont être dans des plans différents, puis le vecteur force magnétique va être dans un plan qui est perpendiculaire à la vitesse puis au champ magnétique. Donc ça veut dire que tous les problèmes qui font intervenir là, comme le calcul d'une force magnétique, c'est nécessairement et obligatoirement des trucs qui vont se produire en trois dimensions. On n'aura pas le choix, c'est juste ça que je veux dire, on n'aura pas le choix de visualiser la trois dimensions, parce que c'est sûr qu'il y a un de nos trois vecteurs qui va être dans trois dimensions, tout ne pourra pas rentrer dans le plan du schéma, c'est impossible, okay? Parce que le champ magnétique, c'est vraiment, la force magnétique, c'est une force un peu plus complexe, et c'est ça, qui interagit de manière un peu étrange avec des produits vectoriels, fait que c'est sûr que vous allez devoir avoir des trucs en trois dimensions. Okay. Bon, maintenant, on ne va pas vous demander de tracer des schémas avec de la perspective en trois dimensions. Vous n'aurez pas besoin de faire ça. Okay. Souvent, ce qu'on va faire, généralement, c'est qu'on va s'arranger pour que, au moins dans notre problème, deux des trois vecteurs se retrouvent dans le plan XY. Donc, dans le plan du schéma, dans le plan de l'écran. Okay. Et ce qui va arriver, c'est que si deux de ces vecteurs-là se retrouvent dans ce plan-là, ben, notre troisième vecteur, c'est qu'il va être perpendiculaire au plan formé par les deux premiers. Et comment on fait pour être perpendiculaire au plan XY, au plan de l'écran? Ben, c'est quelque chose qui va être dans la profondeur. C'est quelque chose qui pourrait soit entrer ou sortir de l'écran. C'est comme si on dit l'écran ou que vous voyez ici, là, ça c'est en deux dimensions. Et si on a quelque chose qui est perpendiculaire à ce plan-là, ben, ce serait quelque chose soit qui sort de l'écran ou qui rentre dans l'écran. Okay. Et on a un truc facile pour représenter ça. Okay. Et ça nous permet là, de devoir tracer des schémas en perspective, en trois dimensions, tout ça. C'est qu'on va tracer des schémas juste en 2D. Mais pour exprimer le fait que les trucs sortent ou entrent de l'écran, on va utiliser les deux symboles qui sont ici. Soit une espèce de petite croix comme ça, un petit X, ou une espèce de petit rond. Comment on peut se rappeler, un petit truc pour se rappeler facilement là, de qu'est-ce que ça veut dire, puis bon, qu'est-ce que ça signifie. Ben, imaginez que vous êtes, je sais pas là, vous êtes Robin des Bois, par exemple, puis vous avez un arc avec des flèches. Okay? Puis vous allez lancer des flèches qui vont planter dans l'écran. Okay? Dépendamment de où vous êtes, okay? Mettons vous êtes devant l'écran, puis là, vous lancez une flèche là, qui va planter dans l'écran, un peu comme si l'écran c'était une cible, vous visez ici, puis là, bang, vous tirez, votre flèche arrive comme ça. Ben, si vous avez une flèche qui a comme transpercé l'écran, ben, ce que vous allez voir, là, quand vous allez regarder la flèche, vous allez voir le derrière de la flèche, hein, la queue de la flèche qui est comme ça. Souvent, là, au bout des flèches, comme ça, on met des plumes, ou en tout cas quelque chose comme ça. Fait que vous pourriez voir une forme qui ressemble un peu à une espèce de X comme ça. Okay. Alors que ça, au contraire, vous n'êtes pas devant l'écran. Imaginez que si vous êtes, s'il y a quelqu'un qui était placé, disons, derrière l'écran, puis qui lançait une flèche, là, puis la pointe de la flèche transpercerait l'écran, puis elle sortirait là, près de vous. Là. Ben là, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez juste le devant de la flèche, qui est pointu, qui a un peu la forme d'un cône, comme ça. Donc, fait que c'est ça. Ça vous aide à voir un peu à quoi ça correspond. Fait que si vous voyez ce symbole-là dans un schéma, ça veut dire que c'est quelque chose qui entre dans l'écran. Et si vous voyez ce symbole-là, c'est quelque chose qui va sortir de l'écran. Il n'y en a pas ici, là. Ici c'est vraiment entrant. Fait que si vous voyez ça ici, là, champ magnétique qui entre dans l'écran, ben c'est ça. Un X avec un champ magnétique, ça veut dire que c'est du champ magnétique qui entre dans l'écran. Et dans certains schémas, parfois vous allez voir des petits symboles comme ça qui signifient sortir de l'écran. Okay. D'ailleurs, dans les exercices qu'on va faire tout à l'heure, il va en avoir des symboles comme ça, entrant et sortant. Okay. Fait qu'on a vu les équations.
OK. Puis, à partir de ce moment-ci, je pense que je vais juste arrêter la vidéo. Je vais en faire une autre, OK, où je vais être avec mon cellulaire puis je vais me filmer. Parce que pour aller plus loin dans l'explication là, de dans quel sens pointe justement le vecteur V croix B, ça se fait avec la règle de la main droite. Et ça, je ne peux pas comme vous le montrer puis vous le dessiner à l'écran. C'est vraiment quelque chose que je vais me filmer là, puis je vais vous montrer avec ma main droite comment ça fonctionne. Donc, je vais arrêter la vidéo tout de suite pour l'instant. Puis, je vais faire une petite... une partie 2 si vous voulez à cette section-là qui va durer 10-12 minutes où je ferai vraiment l'explication de la règle de la main droite là, puis je ferai des petits vox pop là, qui vous aideront à comprendre comment ça fonctionne. Donc au revoir pour maintenant, puis vous pouvez aller voir tout de suite la vidéo là, qui s'appelle section 4.1 partie 2 ou partie B, là, de la suite là, de cette vidéo-ci. Donc voilà, bonne journée et à la prochaine!